Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau d'Agora Manager Group pour ce rendez-vous de transversalité entre les différents clubs d'Agora. Un rendez-vous qui va être placé sous le signe de cette thématique, bouleversement économique de notre monde actuel, une nouvelle terre d'opportunités à saisir. Vous aurez compris que on va pouvoir d'abord essayer d'identifier, décrypter la situation et puis se projeter, avoir une vision vers demain, les opportunités, c'est-à-dire le côté positif. Avec lui, c'est monsieur Charles Sana, c'est le fondateur notamment du site www.insolentiae.com. Charles, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci à tous de m'accueillir pour ce moment d'échange. Alors Charles, juste avant qu'on déroule ce programme riche qui va être passionnant, j'en suis convaincu, je rappelle que vous êtes diplômé de l'École supérieure de commerce extérieur et du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, que vous avez débuté votre carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant, puis manager au sein du groupe Altram notamment, puis vous avez rejoint en 2006 BNP comme chargé d'affaires. En 2012, vous intégrez la société aucoffre.com comme directeur des études économiques et vous créez le Contrarien Matin, un site de décryptage quotidien qui se voulait sans, et qui se veut d'ailleurs, sans concession humoristique, sarcastique, de l'actualité économique. Et puis en septembre 2015, eh bien, vous quittez aucoffre.com, vous, excusez-moi du terme, allez, on balance tout, on y va, on fonce, et vous fondez le site que l'on va afficher, www.insolentiae.com, et vous décidez de vous consacrer pleinement à ce nouveau projet éditorial. Ça va faire 10 ans maintenant. D'abord, bon anniversaire déjà pour commencer. Et ensuite, ça nous permet, pourquoi on vous invite? Parce que sur ce site, et pour celles et ceux qui sont avec nous connectés, vous pourrez y voir, là aussi, il y a parfois un regard qui peut être un peu humoristique, sarcastique, mais il y a surtout beaucoup de profondeur dans l'analyse des situations. Alors, juste avant ça, le programme, ensemble, Charles, on aura cette petite introduction derrière le démarrage. Quand est-ce que, pourquoi la situation dans laquelle nous sommes actuellement a pu démarrer, selon vous, votre analyse, votre réflexion. La deuxième partie sera sur point d'anxiété, d'insécurité. On le vit tous, on l'a vécu, voilà, lié, on verra sur des temporalités différentes. Et puis, troisième partie, les opportunités. Comme je disais, vision positive. Acceptabilité et surtout, vous allez nous partager les quelques clés que vous avez pu repérer qui pourraient nous permettre d'ouvrir les nouvelles portes, celles vers demain. Et puis, il y aura un mot de conclusion. Et ensuite, Charles, je passerai la main à tous nos invités qui vont pouvoir vous poser des questions en lien avec la thématique. Et à 19h, nous pourrons reprendre le cours normal de notre vie. Alors, on débute tout de suite avec cette thématique, je l'ai dit tout à l'heure, on va peut-être se la réafficher, Jade, si tu veux bien. Bouleversement économique de notre monde actuel, une nouvelle terre d'opportunités à saisir. Alors, pourquoi cette thématique? Pourquoi on vous l'a proposée? Pourquoi vous êtes si nombreux et nombreuses d'ailleurs à être présentes? Tout simplement parce que le bilan et le constat fait aussi avec Charles, c'est que on peut être dans une situation, on peut broyer un peu du noir de manière personnelle, de manière professionnelle, parce qu'il y a des tensions géopolitiques, il y a une instabilité politique, donc économique. Et tout ça, si ce n'est, Charles, le constat actuel, ce que je voudrais voir avec vous, pour démarrer, c'est le point de démarrage. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cette émission, pour vous, le point de césure se situerait au moment des attentats de septembre 2001. Oui, en tout cas, moi, c'est la lecture que j'en fais d'un point de vue extrêmement auto-centré. Moi, j'ai 25 ans en l'an 2000, 26 ans en 2001. Globalement, je sors d'un monde relativement insouciant, d'un monde où il n'y a pas encore Internet, il y a encore moins les smartphones, il n'y a pas du tout les réseaux, et en tout cas les tuyaux suffisants, on y reviendra. On a
une société française qui est relativement apaisée, même si on voit les premiers craquements. Et souvenez-vous de cette idée de fracture qui avait été, le mot fracture qui avait été employé pendant la campagne présidentielle où Jacques Chirac allait devenir président au-delà de manger des pommes. Donc on était encore un petit peu avant, mais le véritable électrochoc, ce qui va faire basculer le monde, c'est effectivement les attentats du 11 septembre. À partir des attentats du 11 septembre, c'est-à-dire du 12 septembre, le monde n'est plus le même. Le monde est en guerre. Les États-Unis sont en guerre. Les États-Unis vont riposter et nous allons rentrer dans un épisode de tension géopolitique et d'intervention internationale permanente. Ça n'a jamais cessé. Alors, ça va commencer par l'Afghanistan, par l'Irak, deuxième guerre du Golfe, par un jour les problèmes en Syrie, par le printemps arabe, la reconfiguration du Moyen-Orient. Bref, ça va être des décennies de guerre. C'est plus de 5000 morts pour les soldats américains. C'est le coût qui a été estimé de ces aventures guerrières des États-Unis. C'est aux alentours de 5000 milliards de dollars qu'il faudra bien quand même financer. Et donc, la première date absolument très importante historiquement pour nos générations, c'est effectivement ce 11 septembre 2001, date funeste où le monde en fait va basculer de l'insouciance à la guerre, au choc des civilisations, comme le disait Huntington. Alors peu importe qu'on n'y croit pas, qu'on y adhère pas, qu'on le redoute pas, on ne va pas se situer dans un jugement et dans de la moraline. Il est évident que le 11 septembre, comme l'a extrêmement bien titré Alexandre Adler, qui était un grand géopoliticien que j'aimais beaucoup, beaucoup et que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur, a titré j'ai vu finir le monde ancien. Et donc, il y avait tellement de choses prophétiques dans le titre de son dernier ouvrage à propos des attentats du 11 septembre 2001. Après, on va avoir d'autres phénomènes, hein. On a évidemment la mondialisation, l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est 2003. Nous avons les progrès de la technologie, nous avons la délocalisation massive qui ne peuvent commencer et se faire qu'à partir du moment où nous passons d'un monde bipolaire, les bleus, l'OTAN, les gentils d'un côté, les rouges, le pacte de Varsovie, les méchants de l'autre. Bon, bah, ce monde prend fin avec l'effondrement et la chute du mur de Berlin en 1989, mais la mondialisation va mettre un petit peu de temps à s'installer, à s'instaurer, etc. Et donc, il faudra en réalité attendre globalement l'entrée de la Chine dans l'OMC au début des années 2000 pour que la mondialisation rentre dans une phase exponentielle. Et cette phase exponentielle de la mondialisation va évidemment là aussi entraîner des conséquences absolument majeures pour toutes nos générations actuellement aux affaires. Et ça va là aussi bouleverser notre monde. Nous allons passer d'une France assez franco-française à la France, petit pays, petite nation, petite population de 65 millions d'habitants dans un monde gigantesque de 8 milliards. Donc voilà un autre point très important également de modification et puis d'anxiété, hein, puisque c'était un peu ça le sujet. Bon, vous Oui. voyez bien, quand Alors, on parle de guerre, l'anxiété, elle est évidente. Oui, je vous en prie. non, non, justement, parce que ce qui est intéressant, et on va le voir tout à l'heure avec les opportunités, c'est que cette terminologie de mondialisation, finalement, si on la regarde avec un prisme un peu différent, on verra qu'on peut y voir des opportunités. Juste avant cela, on est d'accord. Pour celles et ceux qui sont avec nous, très bien. Vous nous dites, septembre 2001, c'est le basculement, choc des civilisations, etc. Bon. Ensuite, on arrive, donc du coup, anxiété. Anxiété qui se génère. Alors chacun le vit de manière plus ou moins différente, etc. Bon. L'anxiété slash l'insécurité. Et vous me disiez, on arrive aussi à une autre forme d'anxiété, c'est l'anxiété climatique. C'est-à-dire qu'arrive la canicule de 2003, donc on est un peu dans la continuité, entre guillemets, 2001 en termes de temporalité, et c'est en opposition, on avait dit, à une forme d'insouciance qu'il y avait avant. Parce qu'avant, c'était 1976, la dernière
grosse canicule. Et 2003, là, on est frappé de plein fouet. Il y a la prise de conscience, il y a malheureusement des décès de personnes âgées, de la manière dont nous vivons. Est-ce que ce moment-là, Charles Sana, il est aussi important dans cette forme d'anxiété-là? On va travailler sur l'anxiété climatique, on verra juste après l'insécurité aussi sanitaire, économique, physique, etc. Mais est-ce que ça peut être aussi un virage à un moment? Oui, alors je disais juste avant, mais en fait, mais c'est concomitant, hein. Vous avez la mondialisation qui devient exponentielle à partir de 2003 avec les délocalisations majeures, les pertes d'emplois. Et donc là, on va avoir de l'anxiété économique, de l'anxiété professionnelle extrêmement forte qui va commencer à se développer dans la population, puis un chômage de plus en plus important. Et puis, bah, évidemment, arrive cette canicule de 2003 qui, elle, va marquer l'entrée de notre monde dans l'anxiété, dans ce que j'appelle l'anxiété climatique. Et donc là, aujourd'hui, l'anxiété climatique, elle est absolument terrifiante chez les jeunes générations. Alors, chez les vieux à barbe blanche comme moi, un petit peu moins, parce qu'on a connu le monde ancien. Bon, on est peut-être un petit peu moins anxieux, un petit peu moins stressé, puis on est peut-être resté trop bêta dans notre manière d'être, hein. Peut-être qu'on n'est pas assez écolo dans l'âme. En tout cas, il y a plein de choses auxquelles je n'arrive pas à adhérer tellement je vois les paradoxes. Et pour vous donner juste une petite illustration de ces paradoxes, moi, devant chez moi, j'ai une énorme citerne dans laquelle il faut aller mettre les bouteilles de verre, hein, et puis tout le monde va mettre ses bouteilles de verre comme ils allaient tous avant à la messe, acheter leurs indulgences et faire leurs prières. Et leurs indulgences ici, c'est des indulgences écologiques, et on se donne bonne conscience. Alors, tout ce verre, en fait, moi, quand j'étais gamin, je ramenais les bouteilles de verre chez le marchand, elles étaient consignées, Oui, il on y a me eu la donnait des consigne. tickets, et après, il y avait des cadeaux. Bref. Les bouteilles, on ne les cassait pas du tout, hein. On les renvoyait à l'usine, elles étaient nettoyées, re-remplies, et puis on les rachetait pleines quelques jours après. Aujourd'hui, on a complètement cassé ça, hein. On casse les bouteilles, on les jette dans des conteneurs. Après, vous avez des gros camions qui arrivent, ça verse ça dans le camion, ça fait un bruit épouvantable. Ce qui n'était pas encore cassé termine de se casser. Ça part en Biélorussie ou en Ukraine, ça se fait fondre tout ce verre à base de gaz russe abondant et pas cher, et puis ça nous revient sous forme de bouteilles neuves qu'il va falloir re-remplir. Et donc comme ça, on a inventé quelque chose d'extraordinaire qui est l'industrie du recyclage, qui n'est jamais rien que l'effet miroir de l'industrie de la surconsommation. Donc en fait, dans un monde sain et sans paradoxe, il n'y aurait pas d'industrie du recyclage. Ça ne pourrait, dans un monde où on ferait vraiment de l'écologie, ça n'existerait pas. Donc évidemment, moi je vois ces paradoxes-là. Alors ça m'est très difficile d'être extrêmement anxieux d'un point de vue climatique, mais ce n'est pas du tout le cas chez nos jeunes générations. Alors évidemment, quand vous avez des jeunes incarnés par la génération Greta Thunberg, ces aimables couettes, How dare are you, comment osez-vous, la planète brûle et vous ne faites rien, nous allons tous mourir dans d'effroyables souffrances climatiques, on va tous sécher sur place, on va tous mourir. À quoi bon, à quoi bon, à quoi bon, à quoi bon réfléchir à un futur, à quoi bon réfléchir à mon avenir, puisque de toute façon, il y a nos futurs. Donc pourquoi faire des enfants, pourquoi faire des études, pourquoi travailler, pourquoi innover, pourquoi créer, etc., etc. Donc l'anxiété, qu'elle soit climatique, géopolitique, qu'on ait peur des guerres, qu'on ait peur de la mondialisation, de perdre son travail, ou évidemment qu'on ait peur du climat, cette anxiété, elle est tétanisante et donc elle détruit les pulsions de vie de populations entières. Et n'imaginez pas que nous soyons tous, ou certains parmi nous, complètement immunisés ou insensibles à ces anxiétés. Ce n'est pas vrai. Nous sommes tous touchés par ces anxiétés. Nous l'avons tous été encore plus au moment, évidemment, de l'épidémie et de la pandémie de Covid, qui a été aussi un moment, euh, je dirais, de décompensation générale de toutes ces anxiétés pour l'ensemble des populations qui ont été touchées, c'est-à-dire à peu près à travers toute la planète. Ça a changé le rapport au travail, à l'avenir, à l'investissement, aux relations humaines. Enfin, tout a été considérablement bouleversé, mais
tout était déjà en gestation en raison de ces anxiétés. Simplement, le Covid et cet effet paroxystique qu'a entraîné la pandémie, les confinements, les passes vaccinaux, etc., ça a entraîné évidemment une forme de catharsis, de décompensation globale et générale. Et donc, toutes nos anxiétés se sont retrouvées exprimées. Et donc, on n'a jamais vu une détresse psychologique, notamment chez les jeunes, aussi importante que ce que l'on voit aujourd'hui, des intentions, enfin des risques de suicide absolument terrifiants statistiquement, un nombre de dépressions absolument considérable. Aujourd'hui, c'est plus Et de d'ailleurs, 25% des jeunes femmes qui sont dans des situations, de jeunes filles qui sont dans des situations de dépression sévère. Charles Sana, l'État français, si on recentre sur la France, a fait là pour cette année une cause nationale, la santé mentale. Ce qui est en lien aussi avec cette insécurité-là qui régnait de manière sanitaire cette fois avec le Covid dont vous évoquiez là, qui derrière pouvait accompagner une forme d'insécurité économique, slash physique aussi. Mais donc la santé mentale est au cœur, là, actuellement, c'est au cœur même des préoccupations, on va dire, étatiques. Oui, alors je ne peux m'empêcher de relever là encore un immense paradoxe, hein. C'est très aimable, c'est très sympathique. Je suis très heureux de voir nos aimables dirigeants prendre soin de nos anxiétés et notre santé mentale. Mais s'ils voulaient vraiment prendre soin de notre santé mentale, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des âneries. Alors, je pense, allez, au hasard, aux discussions budgétaires qui économiquement sont terrifiantes en termes d'anxiété. Dire tous les jours pendant un mois et demi, on vous dit on va vous augmenter ci, on va vous augmenter ça, on va vous taxer ci, on va vous taxer ça, on va vous retaxer ça, on va vous retaxer la taxe de ci et la taxe de ça. Bon, plus personne veut investir, tout le monde est en train de voir comment partir et mettre ses sous à l'étranger pour à l'arrivée que les mêmes députés qui ont voté toutes ces propositions-là refusent le budget dont ils avaient voté tous les amendements préalablement ces dernières semaines. Donc finalement, tout ça pour ça, c'est-à-dire tout ça pour rien. Donc on aurait mieux fait de ne rien faire. Mais première illustration de ces paradoxes hein, qui sont très très importants à comprendre, parce que vous allez voir que pour gérer les anxiétés, en réalité, il faut comprendre les paradoxes pour vous immuniser contre ces anxiétés et ne justement pas vous faire mener par le bout du nez de l'actualité et de tout ce flot d'informations extrêmement anxiogènes. Finalement, il ne se passe pas un tiers du quart de toutes les promesses terrifiantes que l'on nous fait. Et puis, un autre épisode qui vient de défrayer la chronique, qui sont les propos du chef d'état-major des armées françaises, qui vient de dire il va falloir sacrifier nos enfants, accepter de sacrifier vos gosses. Alors là, c'est vrai que côté anxiété, c'est très bien de me payer ma visite chez le psy et de me la rembourser par la sécurité sociale, mais si vous pouviez ne pas me stresser en me disant que je vais devoir envoyer mes enfants en sacrifice dans les tranchées ukrainiennes, je vous assure que ça nous éviterait une consultation chez le psy et pour le papa que je suis et pour mes fils qui sont pétrifiés à l'idée de devoir évidemment peut-être partir à la guerre. Donc, vous voyez, je force le trait, mais là encore, c'est petite provocation oratoire et intellectuelle, mais c'est pour vous montrer que il faut aller au-delà de tous ces paradoxes, au-delà de tous ces effets d'annonce, parce qu'on n'enverra pas nos enfants se faire sacrifier dans les tranchées ukrainiennes. On n'est pas capable d'avoir un service universel et un service national. Et je vous rappelle que le SNU a été enterré de manière très discrète par Monsieur Lecornu quand il est arrivé à Matignon. Le président de la République, M. Macron, va annoncer a priori une nouvelle forme de service national, mais qui sera a priori une espèce de service national basé sur le volontariat où les gens seraient payés, machin, etc. Bon, bref, ça n'a rien à voir avec un service national universel tel que, encore une fois, les vieux à la barbe blanche comme moi avaient pu le connaître au siècle dernier et au millénaire dernier, jusqu'à ce qu'il soit supprimé par Jacques Chirac quand il était président de la République. Donc vous voyez, ces anxiétés, on nous les nourrit chaque jour. Et je pense que c'est important de faire ce constat que la société, les politiques,
les journalistes, les chaînes d'information en direct, hein, qui arrivent il y a 20 ans, hein, globalement. BFM TV est une chaîne qui a 20 ans, donc ça arrive vers 2005. Mais avant 2005, la seule truc de médias d'information en direct, c'est France Info, mais qui est une chaîne de radio, mais il n'y a pas de médias télé euh, qui tournent en boucle comme ça, H24. Tout ça a un effet anxiogène absolument terrifiant, cumulé, vous voyez bien que ça vient de sujets multiples, c'est protéiforme, et donc c'est extrêmement destructeur pour notre stabilité, notre santé mentale, comme vous le disiez si justement. Et le premier remède pour s'en prémunir, c'est l'analyse et la prise de distance. Donc c'est la distanciation, et cette distanciation ne peut provenir que de la recherche et de l'analyse des paradoxes, parce que quand il y a une décision ou des décisions qui sont paradoxales, alors elles ne verront pas le jour. Et donc, c'est important de pouvoir se dire, OK, ça, c'est du bruit, et ça, c'est un vrai sujet important. Et mon métier d'analyste, c'est celui-là. C'est d'essayer justement de faire la différence entre le bruit et ce qui va réellement constituer une tendance lourde, pour essayer d'être dans une analyse qui va être beaucoup plus juste, et effectuée avec beaucoup plus de tempérance et beaucoup plus de calme dans la décision ou dans l'action qui va pouvoir en résulter. Alors, on comprend, Charles Sana, dans ce que vous nous dites, il y a la recherche du paradoxe qui permet de réduire, d'amoindrir, en tous les cas, l'anxiété, l'insécurité qu'on peut ressentir, qu'on peut voir. Bon. Maintenant, ce que j'aimerais, Charles, c'est qu'on puisse essayer de basculer vers les opportunités. Parce que vous l'écrivez d'ailleurs sur votre site, vous l'avez mis en phase de réflexion aussi, c'est que finalement, et je reviens à cette terminologie qui était le départ de notre échange, quand vous parliez de la mondialisation, au début, et ce qui est normal, c'était un peu ce que je vous demandais, c'était que cette mondialisation a fait basculer les choses, les a modifiées, a pu nous faire peur, a pu générer cette anxiété. Ce petit pays dont vous parliez, 65 millions, j'ose pas imaginer pour nos voisins et amis belges ou suisses ou autres, qui sont encore moins nombreux, mais tout ça fait que cette mondialisation, à écouter cette première partie de vos propos, pourrait paraître comme quelque chose de terriblement anxiogène pour le futur. Mais, vous m'avez dit, nous sommes, je reprends vos mots, hein, nous sommes dans la mondialisation, c'est-à-dire liberté d'action, liberté de mouvement, jamais la planète n'a été aussi petite, comprenez par là, facile pour se déplacer. Ça, c'est il y en a plusieurs, hein, mais d'abord, c'est une des opportunités, c'est ça? Une des opportunités, c'est ça, évidemment. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que quand on est frappé de plein fouet par les effets de la mondialisation, je pense, alors moi je vis dans une zone rurale où on avait plein de petites usines, plein de petites manufactures, et qui ont toutes fermé, qui ont toutes été délocalisées. Donc quand on est frappé de plein fouet par la mondialisation, c'est difficile de faire cet effort intellectuel de je suis une victime de la mondialisation, comment maintenant je pourrais au contraire en tirer des bénéfices. En réalité, si on analyse là aussi, sans moraline, et puis sans tomber non plus dans l'écueil qui consisterait à dire la mondialisation c'est génial. Non, la mondialisation c'est génial pour certains et c'est dramatique pour d'autres. Donc on a évidemment quelque chose d'extrêmement nuancé, et je pense que tout le monde l'a bien compris, et tout le monde a suffisamment d'exemples autour de soi pour pouvoir illustrer cette dualité de la mondialisation. Mais force est de constater que cette mondialisation, avec ses effets négatifs, dont nous n'allons retirer et retrancher aucun effet négatif, hein, pas la peine de cacher un seul de ces effets négatifs. Mais regardons également les opportunités qu'elles offrent. Eh bien, jamais notre jeunesse n'a autant voyagé, n'a autant fait de séjours à l'étranger, de semestres d'études à l'étranger. Ici, comme bien plus loin,
en Europe comme en dehors d'Europe, hein. Énormément de jeunes Français qui partent aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Asie. Enfin, jamais, jamais on avait pu aussi facilement se déplacer, étudier, découvrir le reste de la planète. Donc ça, c'est une première opportunité. La seconde, la seconde chose extrêmement marquante de la mondialisation en termes de conséquences positives, c'est que vous n'avez jamais eu autant de richesses. Alors évidemment, nous, on a eu un petit peu moins de richesse parce que ça a été en partie un transfert de richesse pour lequel les populations n'ont pas franchement été consultées. Il n'y a pas eu de référendum en disant: est-ce que vous voulez être un peu plus pauvre pour que les petits Chinois soient un peu plus riches? Bon, le débat n'a jamais été posé en ces termes-là, d'où aussi une anxiété, une rancœur et un problème politique profond d'adhésion à la mondialisation, puisqu'en fait, elle a été imposée, elle n'a pas été évidemment discutée démocratiquement et choisie volontairement. Néanmoins, jamais vous n'avez eu autant de milliardaires dans le monde, mais jamais système économique n'a pu créer autant de millionnaires dans le monde. Et notre pays, la France, a beaucoup de millionnaires. Nous sommes dans le vraiment top 5 des pays où il y a le plus de millionnaires. Alors, des fois on est premier, des fois on est deuxième, troisième. Alors, ça va dépendre de plein de choses, hein. Des taux de change, du taux de croissance, de la bourse américaine ou pas de la bourse américaine, etc., etc., des prix de l'immobilier en France. Bref. Mais jamais nous n'avons eu autant de millionnaires en France. Et donc, malgré des taux d'imposition effrayants, nous sommes tout de même un pays qui reste extrêmement riche, avec beaucoup de gens statistiquement riches au sens de niveau de vie planétaire. Et le corollaire de ça, parce qu'on reste sur la même chose, jamais il n'y a eu autant de monnaie en circulation dans le monde. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jamais vous n'avez eu une probabilité aussi forte, aussi importante de capter une part de cette monnaie. Et donc, en fait, la recherche d'opportunités, quand on la décline au niveau individuel, on peut aussi se poser la question de cette manière-là. Comment puis-je faire à mon niveau individuel, personnel, familial, et ça, pour capter un peu plus de cette immense quantité de monnaie qui est en circulation et qui n'a jamais été aussi grande dans l'histoire de l'humanité. Ça veut dire que statistiquement, il n'a jamais été aussi facile de devenir riche. C'est un renversement de perspective qui est très difficile à faire entendre et à faire toucher du doigt quand on est pris encore une fois dans ces anxiétés, parce que ces anxiétés nous empêchent de voir l'avenir, elles nous empêchent d'avoir des désirs de création, des désirs de prise de risque, des envies d'innovation. Bref, l'anxiété vient détruire, éroder, diminuer, hein, tout dépend de notre degré de sensibilité, nos pulsions de vie. Et quand nos pulsions de vie diminuent, et ben, par définition, notre capacité à voir les opportunités se dégrade considérablement. Et c'est d'une très grande tristesse que de voir ça encore plus chez nos jeunes. Alors, ce qu'on entend, c'est que finalement, les bouleversements sont des opportunités. Il y a eu la révolution industrielle, l'anxiété a été présente à ce moment-là. Finalement, il s'est avéré que ça a été générateur de richesse. Il y a eu la révolution Internet, le Big Bang qui devait se passer en 2000, etc., etc. Ça a été aussi derrière générateur de richesse, qu'elle soit encore une fois monétaire, intellectuelle et autres, hein, de rencontres. Aujourd'hui, il y a l'IA. L'IA est une révolution et vous dites, alors pareil, toujours cette histoire de paradoxe, mais là ce que je voudrais c'est qu'on soit dans le paradoxe de version les opportunités. Vous dites, bah, finalement, avec l'IA, on n'en est qu'au début. Donc en fait, c'est une opportunité incroyable. Il y a un énorme avenir. Alors que l'IA peut faire peur. Vous comprenez? Vous voyez le sens. Et moi, ce que je voudrais là, c'est que vous puissiez expliciter votre raisonnement là-dessus sur cette notion de ce n'est que le début. Donc, comme toute chose qui démarre, on ne peut pas avoir peur, puisque en fait, ça veut dire qu'il y a un avenir devant.
Alors, je comprends parfaitement qu'on puisse en avoir peur, je comprends même parfaitement qu'on puisse être totalement pétrifié. Je renvoie, tous ceux qui nous écoutent à un bouquin qu'il faut absolument lire, c'est «Ne faites plus d'études». Le titre, hein, c'est «Ne faites plus d'études», de Laurent Alexandre et d'Olivier Babot. Alors Laurent Alexandre, c'est le fondateur de Doctissimo, Olivier Babot, c'est un économiste. À eux 2, ils doivent, cumuler, je crois, 30 ou 35 ans, d'études supérieures. Et il y en a un qui est énarque, il y en a un autre, il a 3 doctorats, enfin bon bref. Ce sont des surdiplômés. Laurent Alexandre est également médecin, neurologue ou neurochirurgien, je ne sais plus très bien, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais enfin quelque chose comme ça. Tout ça pour vous dire que ce sont deux garçons très intelligents qui ont toutes les références académiques et donc vous pouvez acheter leur bouquin vraiment sans hésitation, parce que c'est une excellente réflexion sur l'avenir immédiat, hein. C'est-à-dire que la révolution de l'IA, c'est maintenant, hein, comme aurait dit François Hollande, le changement, c'est maintenant, c'est pas demain ou après-demain, c'est-à-dire c'est déjà en cours. Alors, vous avez deux manières de voir ça. Soit c'est, encore une fois, extrêmement anxiogène. Comment je vais m'adapter? Qu'est-ce que je vais me faire, IA remplacer? Est-ce que mes enfants vont pouvoir trouver du travail? Quelles études doivent-ils faire? Comment je dois me former? Comment, je peux envisager, les 20 ans de carrière qui me restent, voire même, les 30 ans si je n'ai que 40 ans et que je dois travailler jusqu'à 70 ans comme en Allemagne parce qu'on nous recule l'âge de la retraite? Comment je peux me projeter dans 30 ans alors que je ne sais même pas quels métiers existeront demain. Le métier de prompteur, dont on a parlé, ces 2 dernières années avec ChatGPT, bon, c'est quelque chose qui évidemment n'existait pas. Alors, là où il y a une opportunité considérable, c'est qu'évidemment, à chaque fois que vous avez une révolution comme ça, et je vous disais le métier de prompteur n'existait pas, c'est que les métiers de demain n'existant pas par définition, l'expert de demain, on ne peut pas le former de manière académique. Donc, vous êtes libre de vous saisir du sujet de l'IA ou pas. Il ne va pas falloir forcément attendre que votre employeur vous envoie en formation Excel dans un grand organisme de formation, parce que ça va aller extrêmement vite, ça va déjà terriblement vite. Les usages changent considérablement. Tous nos jeunes déjà utilisent ChatGPT, ce qui fait même qu'en termes académiques, les contrôles à la maison, les devoirs maison aujourd'hui, ça ne sert plus à rien, c'est ChatGPT qui les fait. Si ce n'est pas ChatGPT, c'est Claude. Si ce n'est pas Claude, c'est Mistral. Si ce n'est pas Mistral, c'est Gemini de Google ou Anthropic. Tout ça pour vous dire que nous sommes en 1900, entre 1995 et 1997 sur l'IA, si on fait une analogie avec la bulle Internet. Et donc, je me suis amusé à poser la question à ChatGPT, à Gemini, etc., en disant, voilà, je veux faire l'analogie entre la bulle Internet des années 2000 et l'émergence d'Internet, la bulle Internet, etc., et puis l'IA qui émerge aujourd'hui. Je considère qu'on est à peu près entre 1995 et 1997. Toi, intelligence artificielle, qu'en penses-tu? Si on devait faire la comparaison, où est-ce qu'on en est? Et donc, toutes les intelligences artificielles m'ont donné à peu près la même réponse. D'ailleurs, on est globalement d'accord avec toi. On est entre 1995 et 1998 par rapport à la bulle Internet, si on devait faire la comparaison. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en 98, Facebook n'existait pas. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Google n'existait pas. Vous aviez Amazon qui était juste un petit libraire, mais dont personne ne pouvait imaginer l'ampleur que ça prendrait. Et par contre, on avait des fabricants de modems 36K. Souvenez-vous, le petit son, la petite boîte bleue ou verte. Bon. Et puis, on avait des distributeurs de CD-ROM pour se connecter à Internet. On payait à la minute. C'était AOL, etc., etc. Et donc, tout ça, par contre, ça a complètement disparu et c'est mort. Alors, évidemment, c'est une terre d'opportunités incroyables. Que ce soit en termes de placement, vous allez avoir une bulle, vous êtes déjà en partie dans une bulle. Nvidia, qui est la plus grosse capitalisation mondiale, qui vend les cartes qui permettent de faire tourner les modèles d'IA et de faire les calculs, c'est extraordinaire parce que Nvidia, c'est ce qu'on appelle un vendeur de pelles.
Alors, de pelle par rapport à la ruée vers l'or, parce que toutes les bulles sont les mêmes. Quand il y avait eu une ruée vers l'or aux États-Unis, bon, à la fin de 2 siècles d'avant, euh, bon, eh bien, les grands gagnants, c'était pas les chercheurs d'or, c'était les vendeurs de pelles. Et puis bah, après, vous avez eu la révolution du train. Et les grands gagnants, c'était les vendeurs de rails et de pelles, et puis de vis pour visser les balastres, etc. Bref. Et puis quand on a eu la révolution Internet, et ben là aussi, les vendeurs de pelles, c'est-à-dire les vendeurs d'infrastructures, ont été parmi les grands gagnants de cette révolution industrielle. Et aujourd'hui, c'est Nvidia qui est le vendeur de pelles de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, tout change, mais rien ne change. C'est extrêmement prévisible. Et d'un point de vue analytique, c'est plein d'opportunités que vous pouvez jouer. Alors, à titre de placement, et puis bien évidemment à titre professionnel. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision, et ça m'amène sur encore un autre avantage du monde dans lequel nous vivons. Euh, Jamais, jamais la formation n'a été aussi facile. Encore une fois, pour ceux qui ont mon âge et la barbe blanche, quand nous faisions nos études, il fallait se déplacer physiquement dans les bibliothèques. Il fallait aller chercher l'information dans des livres. L'information était extrêmement statique. Cette information, nous mettions des années à pouvoir l'acquérir, l'apprendre, l'ingurgiter. Aujourd'hui, nous pouvons en ligne avoir des tutos à peu près sur tout et n'importe quoi. On peut s'auto-former sur tout et n'importe quoi à peu près à coût zéro et gratuitement. Et puis quand on veut aller plus loin, bah, bien évidemment, on peut rentrer dans une démarche de formation payante. Mais jamais le savoir, jamais la connaissance n'a été mise à notre portée aussi facilement. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été aussi facile. Et pourtant, on n'en a jamais aussi peu profité et on n'a jamais aussi peu mobilisé à titre individuel tous ces outils à notre disposition. Jusqu'à l'existence maintenant du CPF, hein, le compte personnel formation, qui nous permet quand même, moi qui peux être très critique pour l'État, mais enfin ça c'est une réforme quand même assez extraordinaire, de choisir nous-mêmes nos formations et d'utiliser notre budget comme bon nous semble. Enfin, c'est quand même des outils de liberté et d'opportunité assez incroyables, notamment dans ce monde de bouleversement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui, j'insiste, va produire exactement la même chose qu'avec la mondialisation. Il va y avoir les perdants, il va y avoir les gagnants. Alors, collectivement, on peut avoir une réflexion politique sur comment fait-on pour que dans la société, il y ait le moins de perdants possible. OK, ça c'est au niveau politique, j'en parle quotidiennement sur mon site et je ne me prive pas et d'alimenter le débat et de critiquer ceux qui nous dirigent et qui nous dirigent à peu près sans vision. Mais après, si nous le déclinons à titre individuel et personnel, il ne faut pas attendre que l'État, Monsieur Macron, Monsieur Lecornu, son remplaçant de demain ou ses prédécesseurs d'hier, viennent vous expliquer ce que vous devez faire ou pas faire. Et dans ce monde d'opportunités, en fait, les opportunités ne peuvent être saisies que dans le cadre de l'exercice de sa responsabilité individuelle. Et ça, dans un pays comme la France, où nous attendons énormément de l'État, eh bien, c'est un véritable frein pour transformer les difficultés en opportunités. Et c'est un frein culturel qui, là aussi, nous touche tous, nous concerne tous, à des degrés, encore une fois, de sensibilité différents, mais nous sommes tous imbibés de cette culture française, euh, un peu collectiviste, très protectrice, et où finalement la responsabilité individuelle est très diluée dans le collectif. Alors, parce que je vois le temps passer et que je voudrais laisser aussi un petit peu d'espace-temps, qu'est de le dire, à nos invités pour pouvoir vous poser des questions. Sur
pour essayer de résumer un petit peu tout ce qu'on a pu dire, ce que vous avez pu développer, Charles Sana, depuis tout à l'heure, ensemble. On a eu, bon, allez, on va dire ce point de césure avec septembre 2001, les attentats, une anxiété qui se génère avec la mondialisation, la canicule, ça va être une anxiété climatique, une anxiété d'insécurité, ces opportunités que l'on ne voit pas parce qu'on ne cherche pas nécessairement à comprendre là où il peut y avoir des paradoxes. Vous avez parlé du Covid en 2020, du fameux « quoi qu'il en coûte » qui, à vous entendre, était aussi une forme un peu paradoxale. Hein. Quoi qu'il en coûte, on fera en sorte que tout puisse avancer. Bon. Et puis après, vous avez basculé sur les opportunités, nous expliciter aussi que finalement la mondialisation, c'était la liberté d'action, on n'a jamais été aussi vite et aussi proche et on pouvait aller aussi loin à la fois dans nos études, dans notre travail, dans nos envies personnelles. Il y a eu aussi toute la partie de bouleversement qui doivent se transformer en opportunités. J'ai bien aimé votre raisonnement sur vendeurs de pelles pour la ruée vers l'or du côté des États-Unis, puis les vendeurs de rails ensuite avec la révolution industrielle, l'arrivée du train et ces mêmes vendeurs qui se retrouveront, qui se sont retrouvés avec Internet lors de son explosion. Et puis pour l'IA demain, il y aura aussi ces fameux vendeurs. Pour conclure et après laisser la parole à nos invités, vous m'avez dit, on ne manque pas de liberté. En revanche, nous manquons d'opportunités pour la saisir. Et vous me disiez, le problème, c'est qu'on écoute très certainement trop le problème. Est-ce que, pour conclure là-dessus, vous pourriez en dire quelques mots? Oui, c'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes libres. Nous avons des piliers de notre liberté. Alors, on n'est pas libre sur tout, il faut avoir aucune naïveté là-dessus. Et puis, il y a forcément des limitations à la liberté. Certains trouveront qu'ils ne seront jamais aussi libres. Allez, la première liberté qui nous manque, on va dire que c'est la liberté fiscale. Beaucoup vont très mal vivre la fiscalité extrêmement élevée que nous pouvons avoir dans notre pays. Pareil, sans faire de jugement, de moraline, de politique, etc. Évidemment qu'objectivement, comme la France est le pays le plus taxé au monde, on peut considérer qu'on a un problème d'impôt. Pour autant, c'est pas parce qu'on a ce problème d'impôt qu'on n'a pas un certain nombre de libertés. Donc évidemment, on a là une absence ou en tout cas une liberté réduite sur l'utilisation de notre argent par rapport à cette fiscalité, mais pourtant, nous avons des piliers de notre liberté et nous n'utilisons pas assez les libertés que nous avons ou qu'il nous reste en fonction de son degré d'optimisme. Alors moi, je travaille beaucoup sur ce que j'appelle le triptyque pelle, en référence non pas à l'appel aux vendeurs de pelles, mais au plan d'épargne logement et aux initiales du plan d'épargne logement, mais qui est pour moi trois piliers fondamentaux que sont le patrimoine. Vous utilisez à peu près votre argent comme vous voulez, vous mobilisez votre patrimoine comme vous souhaitez, et vous arbitrez votre patrimoine comme vous en avez envie. Voilà, alors avec un certain nombre de contraintes fiscales, juridiques, familiales, etc. Mais vous avez de la liberté patrimoniale. Vous avez ensuite votre emploi. Le E du PEL, c'est l'emploi. Donc patrimoine, emploi, bien, vous choisissez votre travail, vous choisissez votre formation, vous choisissez de partir ou pas partir, vous choisissez de vous réorienter, de vous reformer, de changer directement de secteur ou pas, d'employeur, etc., etc. Donc, sur l'emploi, on a beaucoup de liberté. Je vous parlais tout à l'heure du CPF, mais ce n'est qu'un élément pour augmenter sa valeur. On a des formations internes, voilà, on peut faire plein de choses, jusqu'à simplement changer de boulot pour être mieux payé ailleurs, etc., etc. Donc, changer de secteur aussi, hein, tous les secteurs ou tous les types de métiers ne payent pas de la même manière, par exemple. Bon. Donc, on peut agir évidemment sur son emploi. On peut même par exemple, partir travailler à l'étranger. Hein. Un salaire américain est nettement supérieur à un salaire français quand on est un jeune ingénieur. Et il y a beaucoup d'ingénieurs qui partent aux États-Unis, par exemple, aujourd'hui pour gagner plus, dans un système social totalement différent, bien évidemment. Donc pareil, avantages, inconvénients, pas de moraline, il y a des différences. Mais voilà, il y a une liberté pour choisir parmi ces différences. Et puis le L, c'est votre logement, c'est votre localisation. Vous choisissez là où vous habitez.
Et donc, évidemment, habiter en plein Paris à 15 000 € le mètre carré, c'est pas la même chose que d'habiter comme moi dans un petit coin de Normandie où c'est plutôt 1 500 € le mètre carré. Et à ce prix-là, c'est entièrement rénové. Parce que si c'est pas rénové et si c'est un peu pas terrible, c'est plutôt à 800 ou 900 € le mètre carré. Donc, vous voyez, c'est évidemment quand on gagne le SMIC en région parisienne ou quand on gagne le SMIC dans ma petite ville de Normandie, votre reste à vivre n'a rien à voir. Moi, chez moi, un 2 pièces, c'est 350 €. Si vous êtes au SMIC, vous avez le droit à au moins 100 € d'aide au logement, ce qui fait que votre logement, il vous coûte 250 €. Aujourd'hui, le SMIC est à 1 500 net. Donc, vous voyez bien que le choix de sa localisation n'a évidemment strictement a des effets considérables sur notre vie, notre niveau de vie, la manière dont nous vivons les choses, nos possibilités soit de dépenser, soit d'investir, etc., etc. Bref, pour saisir les opportunités, il faut utiliser nos leviers de liberté. Et notre levier de liberté doit s'accompagner d'une capacité à décider. J'ai des leviers de liberté et en réalité, les anxiétés m'empêchent de décider et de passer à l'action et donc de changer réellement ma vie en passant d'une vie que je subis à une vie dans laquelle je détecte les opportunités que je peux saisir. Donc, exercer ma liberté implique de pouvoir avoir un processus de décision et c'est la décision qui permet le passage à l'action. Et j'aime bien terminer en illustrant cette séquence logique et ce raisonnement en disant bah, n'oublions jamais, et c'est pas de moi, mais c'est extrêmement juste, hein, même si c'est un tantinet vulgaire, mais c'est extrêmement juste, un con qui marche va beaucoup plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Et donc, il vaut mieux évidemment être pas le gars le plus futé, pas le couteau le plus affûté du tiroir ou le balcon le plus fleuri de la rue, mais être celui qui avance, qui utilise ses libertés, qui détecte les opportunités par rapport à juste un intellectuel qui va rester assis, qui va rester soumis à ses anxiétés, qui ne sera pas capable de les dépasser, et c'est très difficile, encore une fois, pas de moraline et pas de jugement, c'est très difficile, et toute la société nous rend extrêmement difficile le fait de dépasser les anxiétés. Mais c'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir pour pouvoir saisir les opportunités, il faut exercer sa liberté, décider dans le cadre de sa responsabilité individuelle et passer à l'action. Et mieux vaut être le con qui marche que l'intello qui reste assis toute sa vie. Merci pour cette phrase en guise de conclusion sur votre explication, échange là qu'on vient d'avoir ensemble.